Good day, dear televiewers, and thanks for joining me on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Julian Pelpissai. Once more, good day to you. Good day to you, Immaculée Fort-Bouy. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Les plages touristiques ou les sites touristiques à Kribi dans le sud sont à l'abandon. Partant des plages aux reliques coloniales, c'est la désolation de Kribi à Bipindi. Le préfet de l'Océan, Nouro Bello, appelle les acteurs de ce secteur à se mobiliser. Joseph Abena. Le prestige du tourisme dans la cité balnéaire connaît d'énormes difficultés. À côté de ces plages qui se meurent, la ville coloniale de Bipindi reste orpheline de ses sites touristiques. Voici par exemple le palais du célèbre botaniste allemand Zenker qui se maintient encore que par les efforts des villageois. Vous savez, Bipindi a été créé par des Allemands, à l'instar des Zenker. Vous avez vu le palais. Donc la commune est en train de voir comment remettre à jour ce palais qui est un des patrimoines touristiques de Bipindi. Bipindi, c'est un jeune arrondissement, vous devez le savoir. Parce que c'était l'arrondissement de Bipindi le Lodor. On a donc créé un nouvel arrondissement qui est Bipindi. Aujourd'hui, nous avons la tâche de faire décoller Bipindi. La délégation que conduit le préfet de l'Océan arpente ici les chutes naturelles de Bidjouka où l'eau dégouline des rochers sur plusieurs kilomètres de hauteur, mais non aménagés. Je voudrais déjà ici, avec vous, exprimer toute ma satisfaction, surtout mon émerveillement face à ces dons de la nature, que sont les chutes de Bidjouka. Nous avons grimpé à plus d'1 kilomètre, nous avons découvert des chutes naturelles où coule de l'eau de manière permanente. Et ces richesses touristiques que nous venons de découvrir fait une fois de plus le bassin de l'océan, le bassin des richesses touristiques de notre pays. Avec la décentralisation, les idées et les projets de développement devraient jaillir des communes. Pour certains citoyens, il y a manque de créativité pour ceux qui sont aux affaires. Il ne faut pas seulement miser sur la nature, c'est-à-dire que ne rien faire et attendre que la nature fasse tout pour nous. Il faut inventer, il faut créer. Le Cameroun ne doit pas être seulement politique, il doit être scientifique, il doit être technologique. Avec ce bitumage du tronçon Bipindi-Kribi, ces sites touristiques auraient pu être des atouts et sources de revenus pour cette commune de Bipindi qui peine encore à sortir du sous-développement. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'inquiète de la situation sanitaire de ces derniers au Cameroun. Ils sont une centaine testés positifs au Covid-19. Alors que des cas de décès sont enregistrés, le HCR apporte son soutien logistique au gouvernement camerounais pour lutter contre cette pandémie. D'autres précisions dans ce reportage de Aïk Cyril. Pour la plupart, dans les régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa et de l'Est, ils sont près de 430 000 partis de leurs pays respectifs pour trouver un abri au Cameroun. Comme les nationaux, les réfugiés sont exposés au coronavirus. 79 d'entre eux ont été testés positifs, 27 asymptomatiques pour un total de 106 cas de Covid-19. Et même si 62 malades ont d'ores et déjà recouvré la santé, un décès parmi les réfugiés a été enregistré pas plus tard que le week-end dernier. D'où la sortie du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun. Un grand plaisir de prendre la parole ce jour à cette cérémonie de la remise au ministère de la Santé publique de 3 ambulances médicalisées, de 181 concentrateurs d'oxygène, de 4 respirateurs et de 220 oxymètres de poule, destinés aux formations sanitaires des zones d'accueil des réfugiés dans les régions de l'Est, de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. D'un montant global de près de 400 millions de francs CFA, les 3 ambulances médicalisées et les 181 concentrateurs d'oxygène s'ajoutent à d'autres actions déjà menées par le HCR dans le cadre de la riposte contre le coronavirus au Cameroun.
Tout cela s'est traduit par aussi la mise en place d'un système de triage dans les formations sanitaires, mais aussi de construction en matériaux durables, des unités d'isolement, toujours utilisées jusqu'à présent, et de prise en charge des patients atteints de la Covid-19 dans les 6 hôpitaux des districts suivants: l'hôpital de district de Garoua-Doula et l'hôpital de district de Batouri pour la région de l'Est, l'hôpital de district de Meganga et l'hôpital de Johong pour la région de l'Adamawa, l'hôpital de district de Touboro pour la région du Nord, l'hôpital de district de Mokolo pour la région de l'extrême Nord. En recevant le don du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, le ministre de la Santé publique promet d'en faire bon usage, tout comme il souligne la nécessité pour le gouvernement et les partenaires au développement de mutualiser leurs efforts afin de limiter la propagation du coronavirus au Cameroun. Dans les tout prochains jours, ces matériels seront mis à la disposition des formations sanitaires bénéficiaires. La santé des populations victimes des crises sociopolitiques et sanitaires demeure l'une des priorités du gouvernement et de ce partenaire qui ensemble ont décidé de booster les performances de notre système de santé en vue d'inverser les différents ratios et indicateurs qui continuent d'être un sérieux problème de santé publique dans notre pays. La question de la vaccination a également été évoquée pendant la rencontre. Le HCR souhaite que les réfugiés fassent partie des cibles privilégiées lorsque les premières doses de vaccins arriveront au Cameroun. 12e édition de la journée de la CEMAC, le chef de l'État Paul Biya exhorte ses pairs de la sous-région à privilégier la vaccination dans la lutte contre le Covid-19. Pour le président de la République, qui s'est adressé à ses pairs en qualité du président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, la vaccination constitue indéniablement le moyen le plus efficace pour atteindre l'immunité collective et freiner définitivement la propagation du virus. Sylvestre Zangao. De lutte contre la pandémie du coronavirus, la vaccination constitue indéniablement le moyen le plus efficace pour atteindre l'immunité collective et freiner définitivement la propagation de la pandémie. Dans ce discours prononcé à l'occasion de la célébration de la 12e édition de la journée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Paul Biya exhorte les États membres à tirer le meilleur profit du dispositif COVAX pour assurer la vaccination du plus grand nombre de leur population. Cependant, les défis sanitaires n'étant pas les seuls que connaît la sous-région, Paul Biya reconnaît que l'instabilité en République centrafricaine entraîne des perturbations graves dans les échanges entre les pays de la CEMAC. Mais le président en exercice de la conférence des chefs d'État affirme que grâce aux efforts conjugués des forces de défense des différents pays membres, les actions terroristes de Boko Haram dans la zone du lac Tchad sont largement maîtrisées. De même, la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun trouve des réponses appropriées qui augurent un retour progressif à la paix et à la cohésion sociale. Que dire alors de l'intégration sous-régionale? Pour Paul Biya, les États de la CEMAC ont enregistré des avancées dans le processus. En guise d'illustration, sont cités l'édification d'un marché commun à travers l'harmonisation en cours des tests sectoriels des États membres, la définition des politiques communes dans divers secteurs de l'économie, la promotion du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, la coopération universitaire et la libre circulation des personnes et des biens. Sur le plan économique, Paul Biya affirme que la mise en œuvre des programmes de réforme économique et financier de la CEMAC a permis le rétablissement des fondamentaux macroéconomiques et le financement des projets intégrateurs est en bonne voie. Il faut alors pour cela, conclut Paul Biya, s'appuyer sur l'économie numérique qui offre de nombreuses perspectives dans l'appropriation de l'intégration et le renforcement de la résilience économique de la CEMAC. Les qualités de meneur d'hommes et de citoyens exemplaires de Bernard Ndjongang ont été exaltées à Yaoundé. C'était à la faveur d'une journée d'hommage pour ceux qui l'ont connu dans le secteur agricole et dans le paysage politique. Il a marqué les esprits et inspiré bien de personnes. Rodrigue Ngassi à Cyril. Voici exposé un condensé de ce qu'aura été la vie de Bernard Ndjongang. Une vie de combat acharné contre les inégalités sociales, la lutte contre l'insécurité alimentaire, le respect des droits humains et particulièrement des minorités et autres couches vulnérables de la société. Une vie au service de l'humain tout court et la pluie de témoignages qui arrose cette journée d'hommage l'atteste à suffisance. Bernard Ndjongang était un véritable citoyen camerounais, le prototype, le modèle de citoyen camerounais.
qui travaille pour son pays, qui travaille avec tous ceux qui viennent de toutes les parties du Cameroun, de manière à rassembler une expertise qui peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Bernard était extrêmement têtu et c'était la têtutesse des visionnaires. Il a réfléchi, il a une vision claire, il sait où il veut aller et arriver à le dévier de cela, c'est extrêmement difficile. Je travaille sur ces questions depuis presque une trentaine d'années et je ne connais pas de gens qui aient cette expérience, cette capacité à comprendre les questions de développement, comprendre le monde rural, mais aussi comprendre comment la politique nationale et internationale influence ce qui se passe au niveau local. Que ce soit dans le cadre de la dénonciation des détournements au programme Maïs ou sur le terrain de la lutte contre les poulets congelés, Bernard Djonga a fait montre d'un courage et d'un engagement qui ne lui ont pas toujours été favorables. Pourtant, l'ingénieur agronome est resté droit dans ses bottes, acceptant de prendre des coups, tant qu'il était sûr d'être sur le bon chemin et de mener un combat juste. Une force de caractère qui a marqué et inspiré plus d'un. Bernard n'aimait pas les carcans, les étroitesses, les modèles tout faits. Il s'en échappait allègrement. Et vous pouvez comprendre pourquoi, très facilement, il pouvait enclencher une démarche comme la création d'une association, une association comme le Sahel secret avant la promulgation de la loi sur la liberté d'association au Cameroun. Et Bernard était particulièrement attaché à la transparence dans la gestion, ce qui lui a valu certainement d'avoir beaucoup de supporters, comme on le dit, mais également des personnes qui n'appréciaient pas ces nombreuses dénonciations. Décédé le 21 février à 66 ans, Bernard Djonga sera conduit à sa dernière demeure samedi prochain à Bangwa, dans la région de l'Ouest. Il laisse plusieurs chantiers inachevés, mais surtout le souvenir d'un homme qui a marqué son temps sur le champ politique, économique et social. C'est avec cet hommage à Bernard Djonga que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forgwe. Good day once again. Once more, good day to you, Julian Balbisai. And to you, ladies and gentlemen, thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. Over 60 families have been rendered homeless by a natural catastrophe that occurred in the Abam and Inubu division of the central region of Cameroon. The heavy rains witnessed in that area led to the destruction of properties and houses. More with Fomi Armstrong Sanda. Several families rendered homeless in Bafia, in the Abam and Inubu division of the central region of Cameroon. They are victims of the heavy rains currently witnessed in several localities in Cameroon. Locals say over 30 families have been affected by the natural catastrophe in Bafia alone. La nuit, pratiquement dehors. Beside Bafia, localities like Mbiamo and Mesangsang have also been badly affected, with visually impaired persons also rendered homeless. While begging for the public's assistance, he says everything in his house has been destroyed. Helpless and homeless, the victims of the Mbam and Inubu division are looking up to the government of Cameroon. These aged victims says their plea to the government is specifically addressed to the Ministry of Territorial Administration through the divisional officer for Bafia and the senior divisional officer for the Mbam and Inubu division. This, however, is not the first of such incidents in Bafia, Mbiamo and Mesangsang. The current incidents left at least 60 families homeless. Inhabitants of Abam in the South region say they haven't forgotten, as the company in charge with the production and distribution of electricity has completely forgotten about them, given the fact that they have been in the dark for over 2 months, a situation which has caused enormous financial losses for business operators in that part of the country. More with Smart Chikan Gabriel. As I rightly said, we are going to be taking you to the locality known as Abam, where inhabitants have been in the dark for over 2 months due to the absence of electricity in that area, a situation which has affected business operators for a long time right now.
It's been 3 months that inhabitants of Ambam in the south region are without energy supply, even though living next to the Memvele Dam. Most business persons to survive have resorted to the use of generators. We are not able even to have lights in this Ambam because this is our place that we are working. Not able to have something that we can eat because this is my business place. I do hairdressing. We cannot have light, even in the fridge. Everything that we put in the fridge, the thing get rotten. We are tired. We are tired in this Ambam. We don't know how we can do. Without power supply, business operators suffer the most as their activities are slowed down. This light, Movola is just nearer us, but we are not able to even have lights. We are not even able to access to lights. We need light. To curb this epileptic nature of electricity in the town of Ambam, the company in charge of production and distribution of electricity in Cameroon made a thermal power station, but the inhabitants see that it is poorly managed. Sometimes we are told to pay money for us to be connected. Some people are getting enriched through it. All attempts to get in contact with Enio for their own side of the story failed. We are begging for our father that he should give us lights. That's our problem. We make 1 month, 2 months, 3 months without lights. We make 2 weeks without lights. So we really need light. The inhabitants of Ambam now live on hope that one day the energy that will come from the Memvele Dam will rescue them from their problem. From the South region, we now take you to the Lithra region where hundreds of traders are being threatened by a demolition exercise which is expected to take place in the latest time soonest in the Douala 3 subdivision. The traders based at the Antreli neighborhood in the Douala 3 subdivision have been given few days to leave the site. More with Fomi Armstrong Sander. This cooking gas vendor by name Rodrigue has been here for just 2 months, but is now preparing to leave. He paid a 1-year rent for this space, but is unfortunately compelled to leave just after 2 months spent. Just like him, about 100 traders have been asked to leave the Entrée Lycée roundabout in the Pekadous neighborhood of the Douala 3 subdivision before a demolition exercise planned for 3 days. Times are really hard, and we barely feed from what we do here at the road. Now they want us to leave. Where do we go to? Should we now go into prostitution or stealing? Things are hard in Cameroon. The Douala 3 Council plans to expand a secondary road from the area through the government high school Ndokhem as part of its plans to modernize the Douala 3 municipality. A project which the council says falls in line with preparations ahead of the African Nations Cup 2022 and thus needs no further explanation to the angry victims. Some local inhabitants decry what they qualify as injustice in the selection of houses for destruction. Others, on their part, say the council has failed in sensitizing inhabitants on the rightful occupation of spaces. At the Peka-Ons neighborhood, the demolition exercise has already been carried out by the Douala 3 Council. The governor of the Southwest region, Bernard Kalabilai, says face masks should be given to passengers and the cost added to their transport fare. He was speaking while at the Mile 17 bus station in Boya during his sensitization tour. More with Derek Chatu. The new wave of COVID-19 and the practical steps of sensitization campaign in the Southwest region. Supervision is done by Southwest Governor Bernard Kalabilai himself, and he is on the field. This outing is about educating and showing the Southwest population in Boya how to best keep COVID-19 at bay. From Moliko to Great Supermarket, Government Balinga Grammar School Moliko Boya to Mile 17 bus station, he called on the Southwest population to respect all the barrier measures against COVID-19
and even gave out the proposal that face masks should be provided to all passengers and the price added on their transport fare. When you get into the car, they give you a mask because the cost of the mask is comprised in the ticket. And some transporters saluted the Southwest Governor's proposal. I don't see anything wrong with what the governor said. It's a very good point because at times you get to have some passengers in the car. They may have forgotten their mask at home or during the control point they can disturb you. So it's good. Those that don't have the mask, it's good that you involve it. You make sure you give them to save your time and to prevent the spread of the COVID-19. The Southwest Governor is here at the Mile 17 bus station. The outing today is purposely to inspect himself what is going on vis-a-vis respecting the barrier measures against COVID-19. He has been moving from one bus to another, of course sensitizing people and telling them that it is a collective effort and everybody has as an obligation to respect these various measures. Derek Jato, Equinox Television, Mile 17 bus station, signing out. Derek Jato ending this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Stay blessed in the company of our programs. Nadiambo, Julian Babissa, have a blessed day too. Je vous souhaite également une agréable journée immaculée de Fort-Goué. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition bilingue du journal. Restez surtout scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.